Bonjour, nous allons donc poursuivre notre histoire des agricultures, maintenant en nous intéressant à la domestication des plantes, et spécifiquement à l'histoire de cette domestication des plantes. Évidemment, cette domestication des plantes n'a pas suivi le même cours que la domestication des animaux, pour une raison simple, c'est que suite à la première vague de domestication, en fait, il n'y a jamais eu d'arrêt dans la domestication de nouvelles plantes. Chaque fois qu'on en découvrait une qui était intéressante pour être cultivée, elle était prise et utilisée. Le nombre de plantes, le nombre d'espèces est beaucoup plus élevé, puisque la FAO estime à 172 le nombre de plantes d'intérêt économique, et on peut estimer que il faut bien en rajouter 30 ou 40 qui ne sont pas d'intérêt économique. Pourquoi? Parce que soit ce sont des plantes encore trop locales, soit parce que ce sont des plantes en cours de domestication, comme l'ortie ou l'arnica, par exemple, en France. Vous n'avez peut-être pas fait attention, durant l'ensemble du cours, que je n'ai jamais fait référence à l'Australie. L'Australie est le seul continent sur lequel il n'y a pas eu de développement de l'agriculture. On ne saura jamais si c'est parce que les aborigènes ne voulaient pas ou s'ils ne pouvaient pas, mais on peut soupçonner fortement qu'en fait, ça ne les a pas intéressés, puisqu'ils ont été en contact avec des populations pratiquant l'agriculture. L'agriculture ne s'est installée en Australie qu'avec la colonisation anglaise. Donc, on va trouver des espèces domestiquées. On va trouver des espèces domestiquées dont les origines sont sur tous les 5 continents. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique, Méditerranée, nord de l'Eurasie, Moyen-Orient, nord de l'Himalaya, Inde, Chine, ce non-centre de l'Indonésie, Nouvelle-Guinée et Australie. Et le nombre d'espèces cultivées, je vous l'ai dit, est très grand. Et là, je vous propose un premier tableau des espèces cultivées, parce que vous allez voir qu'il y en a beaucoup, avec leur origine d'un côté et le nom des espèces de l'autre. Je n'ai pas fait comme pour les animaux, je n'ai pas mis les dates précises de domestication, parce qu'en réalité, c'est extrêmement complexe de le savoir. Mais ce qu'on peut voir, c'est que vous regardez le Proche-Orient, par exemple, croissant fertile, incluant le sud de la Turquie, la Perse, l'Afghanistan, et vous allez voir un nombre considérable d'espèces dont vous avez tendance, on a tous tendance à croire qu'elles viennent chez nous. Hein. On n'imagine pas que la lentille ne vienne pas de chez nous, que le poireau ne vienne pas de chez nous, que le blé tendre. En général, ça tout le monde l'a compris que le blé tendre ne venait pas de chez nous, mais enfin, il prend des grandes surfaces en France. L'orge, l'épeautre, le pois chiche, la luzerne, le lin, la vigne, l'olivier, l'amandier. Rien de tout ça ne vient de chez nous. Tout ça, ça a été importé de cette vaste région. On a des espèces comme le palmier dattier ou l'épinard qui viennent de Mésopotamie. Et de nombreuses espèces, donc les agrumes, qui viennent de... Ce qui est intéressant, c'est de regarder tout ce qui vient du sud-est asiatique et de la Nouvelle-Guinée, et on découvre des espèces quand même importantes, hein, comme les agrumes et la canne à sucre, voire le coton, hein, l'aubergine, alors qu'on croyait que c'était bien de chez nous. On en a en Chine ou venu du Tibet, hein, dans le sarrasin typiquement, hein, le blé noir qui vient de Chine. Le kiwi qui vient de Chine via la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Sur le tableau, je vous ai mis les espèces en gras, c'est les espèces qui ont acquis un statut international de culture, même s'ils sont produits parfois dans des zones quand même locales. Les agrumes ne sont pas produits partout, la canne à sucre ne sont pas produits partout, mais par contre, leurs produits sont exportés dans le monde entier. Le deuxième tableau, je continue, dans les espèces qui viennent d'Afrique du Sud, d'Eurasie du Nord, de Méditerranée, d'Afrique tropicale, d'Est-Afrique, du Pacifique. La noix de coco vient du Pacifique.
Enfin, il y a plein d'espèces comme ça dont on ne se rend pas compte qu'elles viennent de lieux euh, insoupçonnés. Hein. Donc en Europe, et là je me concentre un petit peu 5 minutes sur l'Europe, hein, quand on pose la question à un Français, donnez-moi le nom d'une espèce qui vient de France, les Français ont assez de mal à trouver une espèce qui vienne réellement de France, qui vient de France, qu'on a domestiquée à partir des variétés françaises. Bon, bien, il y a la betterave, il y a la chicorée, il y a l'avoine, hein, les framboises, les fraisiers des bois seulement. Les fraises actuelles viennent d'Amérique. Le myrtille. Et puis, quand même, une espèce absolument certaine qu'elle vienne de France et qui est cultivée de manière un peu confidentielle, c'est le pavot. Ça vient de chez nous. Et puis, je vous ai mis les espèces australiennes, hein, l'eucalyptus, le mimosa, l'acacia. Ce qui nous paraît surprenant, on a l'impression, dans certains cas, que c'est des espèces qu'on a toujours connues. Le cas des tomates, pommes de terre, en gros, tout ce qui vient d'Amérique du Sud ou de Centre-Amérique, est un cas assez intéressant de toute l'Amérique, c'est que ce sont des espèces qui, aujourd'hui, pèsent très lourd dans l'économie alimentaire mondiale. Je pense au tournesol, à la tomate, la pomme de terre, le maïs, le coton, le tabac, le cacao. Ça fait quand même beaucoup. Il y a aussi les VA, c'est pas alimentaire. Et la patate douce qui est en pleine croissance. Le quinoa qu'on est en train de découvrir. Vous voyez que ce qui vient d'Amérique est assez important. Et maintenant, je vais quand même clore en vous racontant quelques histoires absolument originales des plantes cultivées. Pour vous montrer que on a aussi on a aussi une histoire compliquée de la domestication des plantes, largement aussi compliquée que celle des animaux. Alors le figuier, semble-t-il, serait la première plante domestiquée. On a trouvé des cas de culture de figuier qui datent de 12 000 ans, donc en Palestine, donc c'est-à-dire même avant le début de l'Holocène. En effet, il suffisait de sélectionner une tige ou un arbre parthénocarpique, de le bouturer. Donc il fallait bien avoir observé les plantes, hein, quand même. Et c'était entre... Oui, non, je me suis trompé, c'est pas 12 000, c'est 11 200 et 11 400, c'est-à-dire juste après le début de l'Holocène. Hein. Et alors, il y a un autre cas assez extraordinaire, c'est le palmier dattier de Judée. Le palmier dattier de Judée était considéré, il y a 100 ans, comme un palmier perdu, alors que on louait sa qualité, c'était le meilleur dattier, les meilleures dates de la région. Et on a trouvé dans la grotte 24 de Qumran, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ces découvertes de Qumran, hein, les manuscrits de la mer Morte, on a trouvé avec les manuscrits de la mer Morte des dates. Et il a été possible de les faire germer, de recréer des plantes, et aujourd'hui d'avoir des dattiers qui produisent des dates. Ces dates de Judée qui avaient disparu depuis à peu près l'an 70 après Jésus-Christ. Bon. Ces dates sont très grandes, très grosses et excellentes, et sont en train de renaître sur les marchés. Bon, les graines étaient vieilles de 2000 ans. Donc on voit quand même que le végétal a une capacité de résistance et peut se régénérer à partir du moment où les conditions sont favorables. Alors la canne à sucre. La canne à sucre, chacun le sait, premier pays producteur au monde, le Brésil. À peu près 60% de la production du monde. Pourtant, c'était les Antilles, et surtout les Antilles françaises, qui en étaient les productrices mondiales, hein, dominantes au XVIIe et XVIIIe siècle. La France était un grand producteur de sucre de canne à sucre, ce qui a fait un peu la fortune des Antilles françaises et une partie du développement économique français. On l'avait trouvé où? Dans le golfe Persique. Et on croyait que c'est de là qu'elle venait. Et puis après, on a découvert qu'elle était arrivée déjà domestiquée dans le golfe Persique. Après un long périple
à travers tout l'océan Indien, et elles venaient de Nouvelle-Guinée. Un autre cas assez amusant, assez intéressant, c'est le piment. Si vous avez voyagé, ou si vous avez lu des livres, vous savez que les Indiens, les Malaisiens, les Thaïlandais, les Indonésiens, les Chinois du Sud, aiment manger épicé. Si vous leur posez la question d'où viennent les épices, ils vous répondront tous, mais on a toujours eu des épices chez nous. On a toujours eu du piment. Et le piment, on en mange tous, on en a toujours eu. Ben, c'est impossible, le piment est arrivé au XVIe siècle en Asie. Il venait d'où? Du Pérou. Donc, on voit aussi des capacités d'assimilation d'un nouvel aliment, d'une nouvelle plante, avec une rapidité déconcertante, aussitôt que ça coïncide avec les besoins. De la même manière que si on imaginait que nos pommes frites n'étaient pas de chez nous, et que donc, il y a seulement 5 siècles, personne ne mangeait de pommes de terre, personne ne mangeait de pommes frites. Et que en Italie, personne ne mangeait de tomates. Pas de sauce tomate, pas de pizza. Et dernier point, on va parler de la courgette. Parce que la courgette, bien sûr, c'est une plante bien française qui vient de très loin, bien sûr. Ah non, c'est une courge. Toutes les courges, sans exception, sont venues d'Amérique au XVIe siècle et au XVIIe siècle. L'intérêt de la récolte, bien avant la maturité, est découverte par des Italiens, qui trouvent que quand on le récolte avant maturité, c'est meilleur. Il y a un bon goût, c'est remarquable. Les Français, enfin des sélectionneurs français, reprennent les travaux des Italiens et sélectionnent sélectionnent ces courgettes, donc récoltées avant maturité, pour une optimisation vers 1920-1930. Avant cette date, pas de courgettes en France. Donc ça veut dire que la bonne ratatouille dans laquelle vous avez des tomates, des courgettes, des aubergines, dites-vous qu'aucune des 3 espèces n'était chez nous il y a seulement, dans le cas de la courgette, il y a moins d'un siècle, et dans les 2 autres, il y a manifestement pas moins de 3 ou 4 siècles. Alors, en dernier lieu, je vais me poser la question, comme je l'ai posée pour les animaux, les raisons de la domestication. Pourquoi on a domestiqué toutes ces plantes? Là aussi, on trouve que les règles sont compliquées. Il n'y a pas tant de règles que 100. Il y a beaucoup de cas particuliers. Que ce soit alimentaire ou non alimentaire, parce qu'il y a des plantes qui sont utilisées au niveau non alimentaire, comme l'EVA, le lin, le coton. Donc il y a des raisons de les cultiver qui peuvent être le chanvre, etc., qui peuvent être non alimentaires. Quand c'est alimentaire, il y a des problèmes de goût, évidemment. Et puis il y a des problèmes de rituel. Il semble que le piment ait été domestiqué pour des raisons de rituel à l'origine. Il y a de très nombreuses domestications qui ont lieu après 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que lorsque le néolithique est commencé à être bien installé. Il y a eu beaucoup d'arbres fruitiers qui ont été domestiqués assez tardivement, et de très nombreux légumes, de très nombreuses familles, en nombre toujours croissant, et cette domestication d'ailleurs se poursuit. Et puis, on a des raisons relativement récentes maintenant, même si qui s'accroissent, qui sont aromatiques. De plus en plus de plantes aromatiques sont vraiment cultivées de façon systématique, alors qu'avant on les recherchait parmi les plantes sauvages, mais ça commence à être cultivées parce qu'on en consomme de plus en plus. Et c'est très important en zone méditerranéenne et en Asie du Sud-Est. Regardez tous les condiments qu'on peut faire à partir de plantes, de romarin, de thym, de tellement d'espèces, d'épices spécifiques. Et un autre aspect de la domesticabilité des plantes alimentaires, c'est que quand même au début, il y avait la taille de ce qui est consommable. Alors, c'est pas que la taille de ce qui est consommable, parce que si une pomme, c'est assez gros, c'est intéressant, mais les graines de blé n'étaient pas si grosses. Par contre, elles étaient toutes sur le même épi, on pouvait les récolter en une fois. Et la facilité de la production et de la récolte, justement. C'est-à-dire, quand c'est facile, quand on peut faucher des champs de céréales, ça peut être un peu plus intéressant.
Et puis, une variabilité forte sur certains critères. Et c'est ça qui rend les plantes domestiques originales. La déhiscence des grains. La déhiscence des grains, c'est quand la plante est mûre, les grains ou les fruits qu'on veut récolter, à peine c'est mûr, ça tombe. Alors évidemment, quand c'est mûr et que ça tombe, comment va-t-on récolter ça? Alors on va les récolter avant, parce que évidemment, on les récoltera pas complètement mûrs. Ou bien alors on décide de les récolter mûrs et celles qui tombent, tant pis, on les récupère pas. Évidemment, si vous faites cette tactique, très rapidement, vous n'aurez plus que des plantes qui ne tombent plus et qui seront donc mûres sur pied. Et c'est comme ça qu'on a des graines de blé ou des maïs. Le cas du maïs est spectaculaire. Les graines de maïs ne tombent jamais sur le sol. On est obligé de récolter le maïs. Et puis, il y a une maîtrise de l'inhibition de la germination. On va essayer d'avoir des plantes qui germent tout ensemble, au même moment. Donc, on va évidemment, par le seul fait qu'on récolte à une date précise systématiquement, et on va systématiquement éliminer les plantes qui ne se comportent pas comme des bons petits soldats. Je ne sais pas si ça vous a frappé, d'aller voir dans les champs et de vous dire comment ça se fait que tous les blés sont à la même hauteur, tous les maïs sont à la même hauteur, tous les colzas sont à la même hauteur, etc. Ben, ça a été une sélection qui a été faite pour pouvoir simplifier évidemment la culture. On a bien sûr la biologie de la reproduction. Il faut savoir que les humains se sont intéressés à ça très tôt. On a des images du Moyen-Orient, anciennes, donc de l'époque de Sumer, où on voyait, des images dessinées, où on voit des gens grimper le long du palmier pour aller féconder le palmier. C'est-à-dire, on connaissait la biologie, on avait compris qu'il fallait prendre le pollen d'une plante et aller mettre sur les ovules d'une autre plante. Donc les humains de l'époque avaient des connaissances biologiques très approfondies, même s'ils n'étaient pas capables de les expliquer comme aujourd'hui on les explique systématiquement. Voilà. Et bien sûr, il n'y a aucun doute que toutes les plantes alimentaires, on les domestique aussi pour le goût. Quand une plante n'a aucun goût et que le goût ne nous plaît pas, en général, elle n'est pas domestiquée. Alors, maintenant, la conséquence. Je veux parler d'une conséquence globale, générale de la domestication. Je vous ai dit que les animaux domestiques pèsent bien davantage que leurs homologues sauvages. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Ils ont été acclimatés dans le monde entier. La plupart de leurs prédateurs ont été éliminés, ils prennent plein de place. Ils prennent plein de place, de fait, hein, quoi qu'il arrive, qu'on cultive bêtement du blé et du maïs pour ensuite les nourrir ailleurs en étable, ça change pas que la place est prise. Sinon, ils sont en prairie, ils sont aussi en prairie. Donc, c'est beaucoup de place pour tous ces animaux. Et les plantes domestiques, évidemment, qui, entre autres, permettent de nourrir les animaux, mais aussi les hommes, sont répandues sur toute la planète, indépendamment de leur origine. Vous voyez le changement écologique que ça entraîne. Surtout qu'il s'agit là de quelque chose comme 1800 à 2000 hectares. 1800 millions à 2000 millions d'hectares. Sans comprendre les arbres et les terres de pâture. Donc c'est une transformation qu'on peut qualifier d'écologique, probablement la plus importante qu'on ait enclenchée depuis 10 000 ans, et qu'on a enclenchée et qu'on a amplifiée jusqu'à aujourd'hui, et qui, aujourd'hui, peut commencer à poser des problèmes. Mais sauf qu'il faut le savoir, ça fait 10 000 ans qu'on réalise progressivement ce grand programme de domestication et de domination des surfaces. Voilà. Pour aller plus loin, je vous conseille un petit livre, comme toujours, petit livre de Jean Guillaume, qui s'appelle « Ils ont domestiqué plantes et animaux, prélude à la civilisation ». Ce livre est édité aux éditions Quae. Un peu différemment des deux autres que je vous propose, il est un peu plus serré, un peu plus ardu, un peu plus scientifique, il est très érudit, mais vous allez apprendre une quantité de choses sur les plantes et leur origine, et les plantes et les animaux, leur origine, et comment et pourquoi on peut considérer ça comme des préludes à la civilisation.
Et je crois que j'en ai fini pour le 3e épisode, et je vous remercie pour votre écoute, et je compte sur vous pour la prochaine. Au revoir.